Le jour où Ella Eban enterre sa mère, maman Adèle, il enterre aussi son rêve d'étudiant. À 23 ans, l'enfer commence pour lui dans la poussière rouge de Bitham, sous le regard triomphant de maman Marceline, la première épouse de son père. Acculée et seule, Ella Eban se retrouve responsable de ses 5 jeunes frères et sœurs. La lutte pour la survie est lancée. Quand maman Marceline tente de détruire le dernier espoir d'Adèle ou la lettre d'admission d'Ella Eban à l'université, il abandonne tout pour protéger sa famille. Mais au moment où il lâche prise, son pied bute contre le baobab sculpté de sa mère. Et sur la lettre brisée, une infime tache d'huile révèle un secret. Une petite écriture, presque invisible, laissée par maman Adèle. Le cri était piégé, mais le combat ne fait que commencer. Le silence qui s'était installé au quartier Essangui n'était pas un silence de deuil, mais un silence de jugement. Les rumeurs couraient sur l'état de la petite famille d'Adèle, les enfants n'allaient plus à l'école, le foyer d'Ella Eban était devenu une annexe non désirée de la maison, où maman Marceline mesurait chaque grain de riz, chaque litre d'eau, avec une précision sadique. La tension montait avec le soleil. 2 semaines après les funérailles, Ella Eban se rendit au Café des Rêves Brisés, une petite gargote en bordure de la ville. Il attendait Nathalie, la femme qu'il aimait depuis le lycée, celle avec qui il devait construire son foyer idéal. Il n'avait plus la force de simuler l'espoir. Il la vit arriver, son pas élégant et son sourire hésitant, portant une robe neuve, symbole de l'ascension sociale qu'il ne pouvait plus lui offrir. Il lui prit la main. Ses paumes étaient moites. « Nathalie, tu sais que je t'aime, plus que ma propre vie ?» Elle retira sa main, les yeux fixés sur la tasse de café en face d'elle. Le son du moteur d'un vieux taxi qui passait fut assourdissant. « Ella Eban, regarde-toi. Tu es l'aîné de 6 enfants. Tu as abandonné l'université. La vie n'est pas un conte de fées. Je ne peux pas. Je ne peux pas être la maman de tes petits frères et sœurs. Je ne peux pas épouser un homme dont l'avenir est. » Elle chercha le mot, le trouva, et le lâcha comme une pierre dans l'eau trouble, l'assistance publique. Le mot résonna, plat et brutal. C'était la confirmation du décret de maman Marceline. La vérité de Nathalie n'était pas méchante, elle était juste réaliste, et c'est ce qui rendait le choc si dévastateur. Ella Eban sentit une vague de nausées monter. Il ne pleura pas. Il ne cria pas. Il sentit juste son cœur, cette petite chose fragile, se fendre avec un bruit sec, inaudible. Il se leva, posa l'argent sur la table sans un mot et s'éloigna, laissant derrière lui son rêve d'amour. De retour au Nzimba, le drame s'était intensifié. Maman Marceline avait jeté les sacs d'école des enfants d'Adèle dans la cour. « Vous n'irez plus à l'école. Vous allez travailler pour payer le riz que vous mangez. » Le petit Jean, 12 ans, pleurait en ramassant ses livres mouillés par l'eau sale. La rage d'Ella Eban atteignit son paroxysme. C'était l'épreuve du feu. Il se rendit derrière la maison, là où sa mère avait l'habitude de brûler les déchets. Il sortit les papiers du coffre, la lettre d'admission à l'université, ses notes de droit, ses espoirs d'avocat. Il sortit un briquet. Il hésita, le feu dévorant déjà une feuille morte. Il devait choisir entre son rêve personnel et la survie de sa famille. Il se rappela l'écriture secrète sur le coin de sa lettre d'admission, « Mon cœur sait que tu n'abandonneras jamais ». Ce n'était pas un encouragement à devenir avocat, c'était un encouragement à ne pas s'effondrer. Il ouvrit la lettre, la regarda une dernière fois, sentit l'odeur du papier. Il la jeta dans les flammes. La lettre se tordit, se noircit, et disparut dans une petite flamme blanche. Ce sacrifice était le baptême de son nouveau rôle. Il n'était plus l'étudiant Ella Eban, il était le protecteur Ella Eban. Le lendemain matin, il fit la queue devant le centre d'inscription pour le concours de la fonction publique, catégorie A. Un poste d'administrateur junior, une chance infime. Il savait que c'était le seul moyen de gagner l'indépendance financière nécessaire pour sortir ses frères et sœurs de l'emprise de maman Marceline. Il n'avait plus le temps de faire de longues études. Il avait 3 semaines pour se préparer. 3 semaines contre 23 ans d'études. Dans la salle d'examen, la chaleur était étouffante. La sueur perlait sur son front. Il était face à une épreuve de culture générale d'une complexité décourageante. L'horloge tournait. Il lisait une question sur l'économie postcoloniale, un sujet qu'il n'avait qu'effleuré. Le désespoir le submergea. Il ferma les yeux, sentit l'odeur de la poussière. Et là, dans le noir, il entendit de nouveau cette voix douce et profonde qu'il attribuait à sa mère. Ce n'était pas un son, c'était une conviction, une bouffée de courage, une lucidité soudaine qui lui fit se rappeler un article économique qu'il avait lu il y a des mois, juste pour le plaisir.
Il rouvrit les yeux. Il savait quoi écrire. Il commença à rédiger, non pas avec des connaissances universitaires, mais avec la rage, l'instinct de survie et la vérité émotionnelle. Le crayon crissait sur le papier, plus fort que le tic-tac du temps. Il écrivait l'histoire de sa résilience. Fin de l'acte 2, il rendit sa copie. En sortant, il croisa maman Marceline dans la rue, vêtue de sa tenue de marché. Leurs regards se croisèrent. Un sourire narquois étira les lèvres de la marâtre. Elle savait qu'il avait sacrifié ses études. Elle était certaine de sa défaite.